Bonjour Vincent Pavon. Bonjour Louis. Vous êtes auteur, mathématicien. Vous avez déjà édité un premier livre aux éditions Trait Daniel qui s'appelle Le débat interdit, en partenariat avec Ariane Billéron. Et vous avez sorti aux éditions Exuvie de Fabien Moine un nouvel ouvrage, merci de nous le montrer, qui s'appelle Tout foutre en l'air et qui est un petit opus. Ouais, effectivement, donc comme tu le disais, le débat interdit, c'est, on peut dire, de l'épistémologie. C'est-à-dire comment est-ce que le discours scientifique dérive et devient un discours complètement idéologique qui n'a plus rien à voir avec le réel et qui entraîne tout le monde de force dans une fiction pure et simple. Mais du coup, l'épistémologie nous entraîne vers la philosophie politique, en fait. C'est-à-dire comment s'organisent les règles de la cité et qui en décide et comment elles sont construites, en fait. Voilà. Et en lisant donc Agamben, qui reste un des grands philosophes contemporains de la philosophie politique, il y a un passage sur Sade où Agamben explique que la philosophie dans le boudoir, donc, qui est publié en 1795 secrètement par Sade, cet ouvrage, donc, nous dit Agamben, est le premier texte de la modernité politique. C'est ce qu'il nous dit. Donc c'est une petite note de bas de page en fin de texte dans l'œuvre Homo Sacer, qui est l'œuvre fondamentale de Georges Agamben. Et ça va donner la curiosité et l'envie de lire en disant mais pourquoi est-ce que Agamben nous dit que ce texte, publié il y a plus de 200 ans, en fait, est le premier texte de la modernité politique. Parce que pour le grand public, la philosophie dans le boudoir, c'est un petit texte qui sent le soufre, qui va chercher du côté des alcôves et en bas de la ceinture. Mais on le voit comme une espèce de délire philosophique de l'artiste, on pourrait dire. Alors que là, tu es en train de nous dire qu'au fond, il y a un fondement de philosophie politique Ouais. très fort derrière. Ouais, c'est ce que dit Agamben, hein. C'était pas du tout mon point de vue. Moi, je pensais, comme tout le monde, effectivement, que c'était ça d'un auteur libertin, croustillant, qui sent le soufre, comme tu as dit, qui s'amuse un peu à retourner toutes les notions, le bien, le mal, etc. L'amour, la haine, la violence. En réalité, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vrai, quand on regarde la structure de la philosophie dans le boudoir, donc c'est écrit comme une pièce de théâtre, mais dans lesquelles on insère régulièrement en fait des réflexions philosophiques, c'est-à-dire des raisonnements conceptualisés, en particulier sur l'organisation politique. Et évidemment, il y a ce très célèbre pamphlet, donc Français encore un effort si vous voulez devenir républicain, qui est lu par Dolmancé, qui est un des personnages principaux de la pièce en fait. Et qui philosophe donc sur comment doit se construire la République, notamment dans le rapport au corps et à la sexualité. C'est ça qui est très important, parce que donc c'était une des analyses très brillantes et très originales de Michel Foucault sur qu'est-ce qui se passe à la Révolution. La Révolution française, c'est l'avènement de ce que Michel Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire l'idée que le corps devient en tant que tel un sujet politique, de l'État-nation en particulier, qui va chercher à s'approprier le corps des individus, en gros dans un but de production économique. C'est-à-dire que on va chercher, à partir de la Révolution, en particulier à créer la statistique, et les statistiques, hein, étymologiquement, statistique, ça veut dire en fait État, c'est le discours de l'État, hein, stat, c'est État en fait. Et Michel Foucault nous dit, à partir de ce moment-là, le souverain, ou son équivalent, donc la nation représentée par son administration, va chercher à déterminer des caractéristiques sur sa population, essentiellement bien sûr pour organiser un rapport de force à la fois productif, militaire, populationnel, géopolitique avec ses voisins. On est en plein mercantilisme en fait, et donc le corps devient un enjeu fondamental. Et ce que dit en fait Agamben, c'est que à partir de la fin du XVIIIe, donc l'État va se focaliser sur le corps des individus pour essayer d'avoir les individus en meilleure santé possible, en meilleure force possible, en trouvant un optimum de fonctionnement entre d'un côté effectivement des ressources qui sont forcément limitées, de l'autre côté des individus qui vont les consommer, mais encore faut-il que ces individus soient préparés à la guerre, soient préparés à la force de production pour l'agriculture, voilà. Et donc c'est là où va s'inventer également
un peu après, nous dira Michel Foucault, le panoptisme, c'est-à-dire l'idée que tout doit être regardé, contrôlé, mesuré, ce qui annonce en fait le big data numérique. Aujourd'hui, s'invente finalement à la Révolution déjà dans l'envie. Et donc Sade va aller au bout finalement de cette logique en disant mais cette idée qu'il faut contrôler l'individu sous toutes les coutures, en particulier pour des raisons quasiment eugénistes à la fin, c'est-à-dire produire les meilleurs individus possibles, eh bien ça doit aller jusque dans la sexualité. La sexualité devient un enjeu effectivement de l'État. Il faut contrôler, ce que nous dit Michel Foucault, les disciplines foucaldiennes, c'est les gens intègrent finalement eux-mêmes sous la pression de l'État qu'ils doivent contrôler leur comportement pour dépenser le moins d'énergie possible, dans la meilleure santé possible, pas être malade, et avoir une hygiène, et en particulier une hygiène sexuelle, qui soit à la hauteur des attentes de l'État vis-à-vis tout simplement de la production et de la reproduction. Donc, si je comprends bien, il y a une sorte de transformation du rapport au corps dans cette époque du XVIIIe siècle. Jusqu'ici, les animaux étaient assimilés à des choses, ces choses étaient assimilées à la physis, et alors que les constructions humaines, qu'elles soient idéologiques, politiques ou techniques, étaient assimilées à de la techné, finalement une construction, un artefact. Or là, le corps rejoint finalement la techné et doit être optimisé, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que donc il y a une phrase très célèbre de Michel Foucault qui dit en gros à la Révolution, donc quand arrive la biopolitique en tant que discipline et le biopouvoir donc en tant que mode d'exercice du pouvoir sur le corps, on passe donc du faire vivre et laisser mourir au laisser mourir et faire vivre. Non, c'est pas ça. Alors je reprends, il faudra couper au montage. Et donc on passe du faire mourir et laisser vivre au faire vivre et laisser mourir. C'est-à-dire que la vie n'intéressait pas le souverain avant la Révolution. Le souverain allait chercher les richesses quand il en avait besoin, c'était un droit de prise. Mais il laissait les individus se débrouiller pour justement tout ce qui était la gestion de leur vie nue, leur vie biologique. C'était plutôt l'Église en fait qui avait en charge justement tout ce qui était contrôle du corps, en particulier la sexualité. Tout ça, c'était une morale qui relevait de l'Église. Mais à la Révolution, donc, les choses s'inversent un peu. Le corps, qui était normalement l'enjeu de l'Église, devient le sujet de l'État-nation en fait. Et donc oui, ça devient une technique en fait, c'est-à-dire ce qui était normalement laissé à quelque chose de plus ou moins naturel, les lois de la nature encadrées par le discours de l'Église en fait, eh bien devient l'objet de techniques. On s'intéresse à l'alimentation, on va s'intéresser effectivement à la santé, et la santé publique naît en gros à ce moment-là, avec tous les indicateurs associés. Les indicateurs moyens, très clairement il y a la volonté d'avoir des soldats forts, nombreux, et puis progressivement après des gens éduqués. Prenons un exemple qui est à la suite de cette idéologie-là. En fait, en 1882, quand les lois d'instruction de Jules Ferry arrivent, en fait, c'est pour former des soldats. Parce qu'on pense que si la Prusse a vaincu en 1870, c'est parce qu'il y avait l'instituteur prussien qui avait été capable de former en fait, des hommes, des soldats, donc à la fois capables de maîtriser les techniques et donc d'être efficaces sur le champ de bataille. Donc en réalité, à partir de la Révolution française et à travers l'école, en fait, on va chercher à modeler le corps et l'esprit des individus de sorte qu'ils soient efficaces, qu'ils soient obéissants bien sûr, mais prêts à servir les forces de l'industrie, de l'agriculture et de l'armée. Et donc, je me permets ça veut dire que le corps était jusqu'ici au fond quelque chose de mystérieux, du domaine spirituel, paré de mystère, hein, et ne faisait pas partie du domaine de la chose publique. C'est exactement ça. Il y a une appropriation par la Res Publica du corps qui devient une chose parmi une autre de la chose publique. L'intime devient public. C'est ça, la Res Publica, alors qui normalement, la chose publique, qui est entendue en général en termes de sciences politiques comme étant la décision partagée, la mise à plat des comptes de l'État, ce que vous voulez, des affaires de l'État qui sont discutées en assemblée avec
Donc le peuple, à travers ses députés, ses représentants, donc il y a un regard là-dessus et qui peut proposer des lois, être amené à prendre des décisions. Donc cette chose publique qui était en gros la décision politique des affaires de l'État doit être comprise, nous dit Sade, et c'est ce que reprend Agamben. En fait, en réalité, la grande révolution, c'est que le corps devient une chose publique. C'est-à-dire, il est soumis au contrôle de l'État. Et l'État va développer énormément de services pour essayer d'améliorer en fait les indicateurs associés à cette population, non pas dans un but de générosité finalement, mais dans un but d'efficacité. C'est très important de voir qu'effectivement votre corps vous appartient plus vraiment, y compris par exemple dans votre relation aux enfants. Il y a un des premiers droits naturels, ce qu'on appelle le droit naturel, c'est justement ce qui doit échapper au droit. C'est-à-dire c'est des choses qui ne peuvent pas être dans la discussion, on va dire, civilisationnelle, culturelle du droit, parce que ça paraît évident que c'est quelque chose que l'individu doit pouvoir exercer sans qu'on lui demande effectivement son avis. Donc la relation à l'enfant qui est ce qui est de plus naturel justement dans la vie biologique. Tous les mammifères vivent des relations particulières avec les enfants, et en réalité l'État va s'immiscer par exemple dans cette relation avec les enfants à tel point qu'il va décider par les lois par exemple du 24 juillet 1889 de séparer s'il le faut de manière très autoritaire les parents des enfants, parce qu'on juge que les parents ne sont pas suffisamment efficace dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire ne les élève pas avec suffisamment de compétences dans le fait justement d'en faire des enfants obéissants, des enfants bien formés, aptes à aller justement servir l'industrie, l'agriculture et l'armée. Et donc en fait, dès le début, en fait, par les lois de Lepelletier, les révolutionnaires vont proposer en termes d'éducation des enfants, donc, eh bien, de séparer les parents des enfants pour élever les enfants dans les lois de la République, comme le proposait Platon. Et donc, c'est un exemple très important, effectivement, d'immixtion, on va dire, de l'État dans quelque chose qui, normalement, est complètement privé, qui relève d'une vie naturelle, en fait, et qui devient tout d'un coup pris dans les mailles du filet des actions de l'État et de la République. Et on rejoint finalement la philosophie de Mehdi Belhaj-Kassem sur l'appropriation et l'expropriation. Ouais. L'appropriation est faite par le corps de l'État, et si vous voulez récupérer votre corps, vous serez exproprié de l'État. C'est l'idée de l'homo sacer chez Agamben, qui retrouve la vie nue, mais qui perd ses droits et sa capacité à appartenir à l'ensemble État. C'est ça, c'est-à-dire que l'homo sacer, c'est celui justement qui est exclu de la cité et qui est livré à une simple vie nue, donc il va récupérer effectivement sa vie nue, quasiment sauvage, parce qu'il a commis un sacrilège quelque part, de quelque chose de quasiment transcendant, et dans le cadre effectivement d'un État qui s'approprie votre corps. Si vous dites moi je veux le récupérer, en réalité vous perdez tous les droits qui sont et toute la possibilité de vivre en société, et vous êtes revenu à une vie qui est une vie, alors non seulement une vie biologique, mais qui est en plus une vie en dehors du groupe. C'est-à-dire que vous êtes livré à vous-même comme un simple animal finalement qui ne peut avoir que sa survie. Et alors pour revenir sur l'actualité, ça a été par exemple le cas des soignants suspendus. Les soignants suspendus donc ont commis l'espèce de sacrilège, si vous voulez, de dire on n'est pas d'accord avec le fait que vous nous obligez à nous faire vacciner, ce qui est effectivement une appropriation de votre corps par l'État, qui vous oblige à vous injecter certaines substances en fait dans le corps. Et si vous dites non, si vous dites moi je veux récupérer mon corps, c'est mon droit naturel, vous ne pouvez pas m'imposer pour des raisons qui sont des raisons administratives, donc des raisons liées à l'exercice des pouvoirs de l'État. Vous ne pouvez pas vous approprier mon corps. Et bien à ce moment-là, vous êtes rejeté de la cité et vous êtes livré à vous-même, en fait, avec comme seul objectif de vie la survie. Et une survie qui en plus est telle que vous êtes pourchassé de partout. Tout le monde peut s'en prendre à vous. Vous n'êtes protégé plus par rien. On l'a vu par exemple lorsque des soignants suspendus ont été refusés jusqu'au Resto du Cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de droits de l'homme qui s'appliquent à vous. Vous n'êtes même plus un homme, puisque précisément les droits fondamentaux de l'homme, qui sont de pouvoir manger, pas crever de faim, en fait, vous sont quelque part refusés. Donc c'est vraiment toute la thématique de l'homo sacer.
Et la biopolitique et le biopouvoir sont vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui dans le fonctionnement des sociétés occidentales, parce qu'il y a cette confusion, justement, c'est ce que dit très bien Giorgio Agamben, il y a cette confusion entre la vie qualifiée, qui est la vie de citoyen finalement dans la cité, et la vie nue, qui est la vie, la simple vie biologique en fait. Et quand il y a l'appropriation donc par l'État de cette vie biologique qui normalement doit être associée au droit naturel et que ça devient finalement simplement un objet de droit positif, on commence à rentrer dans l'État totalitaire. Et ce que dit... Juste pour revenir à Sade, au fond, c'est ce passage où le corps devient un objet de pouvoir et que Sade décrit finalement très bien dans cette philosophie dans le pouvoir, à quel point l'appropriation du corps de l'autre devient un élément de prise de pouvoir sur lui. Tout à fait, ça devient l'autre devient un objet, tout simplement. Et pour ça, en fait, il y a d'abord une réduction de l'individu et de son corps à une pure matière. C'est-à-dire que l'homme, la vie est déspiritualisée, désacralisée. En fait, l'âme disparaît jusqu'à la conscience. Tout ça devient anecdotique et l'homme chez Sade est axiomatisé, on va dire, avec trois idées fondamentales. C'est une pure matière, l'homme n'est que matière en fait. Et en ce sens d'ailleurs, il ne se distingue pas de l'animal. Chez Sade, il y a cette idée, et c'est dit dans la philosophie dans le boudoir, qu'il n'y a pas d'ontologie particulière à l'être humain. Donc un être purement matériel, purement égotique et égoïste, c'est-à-dire qui n'est absolument pas tourné vers l'autre et dont le seul but, c'est une jouissance perpétuelle. C'est le seul but de l'existence, finalement, c'est la jouissance. Et tout ça, bien sûr, dans un rapport de force dominateur, où, selon Sade, eh bien, c'est la loi du plus fort qui doit s'exercer. Et cette loi du plus fort, elle doit être au service d'une matière égotique qui cherche uniquement sa propre jouissance. Et à partir de là, Sade va en tirer des conclusions assez méthodiques, en disant, à partir du moment où les hommes relèvent de cette axiomatique particulière, alors la société doit s'organiser d'une certaine manière. Voilà. Et dans cette manière, bien sûr, il y a le fait de prendre possession et domination de l'autre pour son propre plaisir, sa propre existence. Mais tout ça organisé par l'État. Parce qu'en réalité, ce que nous dit Sade, justement, c'est qu'à partir du moment où l'État va s'approprier le corps, en fait, et que le corps, quelque part, obéit à certaines lois, on va dire, naturelles, entre guillemets, eh bien, il faut que l'organisation de l'État suive ces lois naturelles. Autrement dit, si les lois de la nature font que certains hommes, pour leur propre plaisir, veulent pouvoir disposer à leur guise de certains partenaires, eh bien, il faut qu'on organise ça finalement d'un point de vue structurel au niveau de l'État. Et donc, par exemple, Sade va théoriser les fermes de reproduction pour les hommes, les maisons closes pour les hommes, pour les femmes, etc., en disant il faut que tout ça soit organisé par l'État, parce que comme l'État a en charge maintenant la gestion du corps, eh bien, sous l'effet de ces lois naturelles et de axiomatisation du corps, il faut qu'on en prenne certaines conclusions et qu'on organise le corps de cette manière-là. Donc rien ne peut échapper à l'État, votre corps, votre vie n'échappe pas à l'État, et l'État doit prendre en compte qu'il existe certaines règles axiomatiques, biologiques en fait, de fonctionnement du corps pour ensuite s'organiser en fonction de ça. Et c'est exactement par exemple ce que font les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, sous, par exemple, l'égide de la polygamie. Il y a un problème, on va dire, qui est d'ordre naturel, biologique, pour les Allemands, qui est la démographie. Il manque d'hommes, bien sûr, à cause de la saignée de la Première Guerre mondiale, à cause du fait que beaucoup partent au front et sont tués. Donc il y a besoin de renouveler les hommes et les soldats. Et un des problèmes, c'est que beaucoup de femmes ne trouvent pas mari au sens, on va dire, religieux du terme, ne trouvent pas à se marier parce que, tout simplement, il y a un déséquilibre dans le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Et donc, ça empêche ces femmes allemandes, aryennes, de pouvoir avoir des enfants, tout simplement par manque de mari. Et donc,
ce que diront Hitler et les cadres du parti nazi, c'est que il y a quelque chose de parfaitement antinaturel là-dedans, et qu'il serait bon que des hommes allemands, particulièrement valeureux, puissent féconder plusieurs femmes, de sorte que eh bien, les lois de la nature, justement, qui permettront la régénération de la race allemande, soient respectées. Et donc il faut organiser eh bien, le système étatique de sorte qu'on puisse faire en sorte que les lois de la nature, c'est-à-dire pour le coup la reproduction, puissent s'exercer. Donc on voit très bien que quand le corps devient l'objet de l'État, quand effectivement la biologie humaine devient l'affaire de l'État, eh bien, les règles de construction politique en sont bouleversées. Et on voit très bien que le corps n'est qu'un objet au service eh bien, d'une certaine axiomatique, d'un certain but biopolitique. Donc c'est ça que nous dit Sade. Il nous dit le corps n'est plus privé, n'est plus intime, c'est un objet public et donc il doit être sans arrêt scruté pour des tas de raisons. Et ce que disait Hitler, par exemple, sur les femmes allemandes, disait de même que les soldats allemands doivent le droit du sang, en gros, donc aller se faire tuer à la guerre, eh bien, les femmes allemandes doivent exercer eh bien, leur devoir du ventre, c'est-à-dire avoir des enfants. Et c'est une obligation chez les... Et il y a des pénalités. Et à Vichy, ce sera pareil. Vichy aura une politique nataliste, voudra des familles nombreuses, et les familles sans enfants seront pénalisées par Vichy, parce que Vichy ne vous laisse pas la possibilité de décider si oui ou non vous voulez des enfants. La patrie a besoin d'enfants, et donc elle va légiférer, et de manière coercitive, pour que ce soit le cas, et cette vie naturelle, du coup, ne vous appartient plus. Donc finalement, le marquis de Sade, tout noble qu'il est extrêmement cohérent avec la révolution bourgeoise marchande de la Révolution française, où tout devient objet, matière et marchandise, est finalement soumis à des règles mercantiles qui sont promues comme une indistinction entre les règles de l'État et de la nature. Nous revenons à l'idée que tout serait règle de nature et on justifie comme ça toutes les prises de pouvoir et lois du plus fort possibles. Alors même qu'on pourrait penser qu'elles sont à rebours de la civilisation et d'un pas en avant de civilisation. Au contraire, il y a cette signature. Ouais. Peut-être tu peux nous parler du concept de signature, parce que cette idée même que le corps est marchandise, qu'il y a une indistinction entre l'État et la nature, entre les règles de la res publica et les règles de la fécondité, de la natalité, de la démographie, est peut-être une signature du totalitarisme. Tu nous parles de Vichy, tu nous parles du nazisme. C'était la même chose chez les soviétiques, hein, et il y a des citations de Trotsky très claires sur l'eugénisme. Les soviétiques, comme les nazis, voulaient disposer eh bien, d'une population nombreuse, de bonne qualité, parfaitement dévouée à la cause communiste. Et pour ça, il faut absolument rentrer dans les foyers, rentrer dans la fécondité, rentrer dans l'élevage des enfants. Il y avait, après les lois de 1889 en France, un juge qui s'appelle le juge Alcindor, qui a fait en 1910 un petit peu une synthèse de la manière avec laquelle étaient appliquées justement ces lois de séparation des parents et des enfants lorsqu'on jugeait les enfants défaillants, et qui disait, en France en tout cas, les parents ont un mandat d'éducation. En fait, les enfants n'appartiennent absolument pas aux parents, et donc ce mandat, il va être évalué, et si on juge qu'il est défaillant, on vous retirera les enfants. Donc oui, pour revenir à ce que tu dis, donc sur la notion de signature, cette fusion, oui, et d'indistinction, donc la signature, c'est un concept philosophique utilisé par Giorgio Agamben, en fait, pour dire que dans plusieurs domaines, éventuellement champs un peu différents, on aura apparition de quelque chose d'identifiable qui va signer en fait effectivement eh bien des analogies possibles. Exactement. La signature, c'est une manière de rendre sous le terme de proportion eh bien, des choses identiques, c'est-à-dire que A est à B comme C est à D. Voilà.
et ce signe effectivement la notion d'analogie et donc renvoie à la notion de signature. Et donc, ce que dit très bien Giorgio Agamben, justement, dans le totalitarisme, c'est qu'il y a une zone d'indistinction entre le public et le privé. Il y a une zone d'indistinction entre le droit naturel et le droit positif. Il y a une zone d'indistinction entre la vie nue et la vie qualifiée. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est caractéristique justement des sociétés biopolitiques, en fait, où les prérogatives de l'État, en fait, deviennent celles de l'Église, finalement. Avant, il y avait cette séparation entre l'Église qui gérait la vie nue et l'État qui gérait la vie de la cité. Les deux étaient bien distincts, en fait, et à partir de la Révolution, quand on va chasser justement l'Église et chasser le cléricalisme, en fait, c'est-à-dire la position de l'Église dans l'État, l'État va se retrouver en charge à la fois de cette vie nue et de cette vie qualifiée, et en fait, il va y avoir une zone d'indistinction. Et c'est pour ça qu'on a les droits de l'homme et les droits du citoyen. Les droits de l'homme, c'est plutôt ceux sur la vie nue, qui normalement relèvent du droit naturel, et le citoyen, c'est la vie qualifiée, qui relève plutôt du droit positif, et donc de l'action politique. Donc en fait, il y a énormément de domaines où on va voir apparaître cette confusion entre des domaines qui normalement doivent rester séparés, et qui nous renvoient tous à la même classe de comportement, finalement. Donc... et c'est ça qui se passe dans Sade, c'est-à-dire que ce qui normalement était intime, qui était privé, devient panoptique. C'est-à-dire avec sans arrêt l'idée qu'on va suivre ce que vous faites, l'idée qu'on va contrôler même ce qui doit être intime. Et c'est très intéressant parce que dans l'actualité, et j'en parle dans le livre justement, il y a eu les fameuses photos de Marlène Schiappa dans Playboy. Alors bon... qui sont, alors je ne les ai pas vues, quelques-unes ont fuité, mais qui sont intéressantes parce que bon, Playboy, c'est un petit peu justement montrer ce qui doit être caché. Il y a un côté très impudique, évidemment, dans Playboy. Alors on n'est pas dans la pornographie, mais on est dans une forme d'impudicité, très clairement, où c'est des photos où on vient juste montrer son corps, en fait, quelque chose qui normalement est réservé à la vie privée, tout simplement. Et elle pose avec des symboles républicains. Bon, et ça c'est assez important parce que chez Sade justement l'impudicité est une valeur républicaine parce que précisément la pudeur est une valeur religieuse. Et à partir du moment où l'intime devient quelque chose qui est approprié par l'État, il a le droit de vous dénuder finalement et donc la pudeur passe d'une valeur vertueuse à une valeur en fait curieusement vicieuse, et en République l'impudicité est valorisée, d'où effectivement, par exemple, certaines actions d'Éphimène qui sont jugées avec une forme d'indulgence, quand bien même elles contreviennent assez clairement à la loi, par exemple, sur l'exhibitionnisme, ce genre de choses. Donc il y a dans l'actualité, effectivement, et je le dis dans Tout foutre en l'air, effectivement, l'idée que la République est extrêmement sadienne, dans le fait qu'elle va vouloir vraiment regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, y compris et jusque dans votre sexualité, d'où le fait d'ailleurs, et on revient sur une actualité très brûlante qui est l'éducation sexuelle à l'école. Et la philosophie dans le boudoir, justement, c'est exactement Dolmancé qui organise un théâtre qui est celui donc de l'initiation d'une jeune fille qui s'appelle Iphigénie, et qui est d'ailleurs bien plus âgée que les élèves de primaire auxquels aujourd'hui on va parler très crûment de sexualité, et qui dit Sade donc la même chose que en gros ce que nous vend l'OMS, et ensuite derrière bien les différents ministres de l'éducation nationale qu'on a eu en France et dans les pays occidentaux, qui est que nous partons de la même axiomatisation que Sade sur le fait que l'être humain, est dès son plus jeune âge, est un être matériel, égotique et jouisseur. Et donc, nous prenons acte de cette axiomatisation pour ensuite dire, eh bien, puisque c'est quelqu'un de matériel, c'est-à-dire en gros, justement, quelque part sans sensibilité, sans psychologie, sans développement, qui n'a pour but que de jouir dès le plus jeune âge. C'est les théories d'Alfred Kinsey sur l'idée qu'il y aurait une sexualisation évidente de l'enfant, y compris in utero, c'est ce que nous dit Kinsey. Et donc il faut, pour libérer, entre guillemets,
et donner la connaissance à l'enfant, lui enseigner eh bien, dès le plus jeune âge justement le vocabulaire, les techniques de la sexualité en fait, que connaissent les adultes, parce que il y a quelque part une idéologie sur cet être humain qui serait effectivement purement matériel, égoïque et jouisseur. Et donc ça, ça s'appelle tout foutre en l'air, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que la semence est perdue, qu'au fond, on décorrèle complètement la question de la sexualité et de la jouissance, de la question de la reproduction et de la fécondation. Ouais. Ça, c'est aussi un point important de cette éducation qui est faite aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est très important que tu le relèves. Tout foutre en l'air, c'est deux choses donc, qui, effectivement, comme tu dis, bon, ça renvoie à une sexualité purement égotique, personnalisée et jouissive, en fait. Mais qui est décorrélé effectivement de la reproduction, donc ce qu'on appelle l'ontogenèse, qui est effectivement la sexualité pour soi, et la phylogénèse, qui est la sexualité dans le cadre de la reproduction. Mais également, c'est l'idée que ce rapport à soi-même dans la jouissance implique la destruction de l'autre et finalement la destruction du monde. C'est-à-dire que, et c'est une remarque très intéressante de Pierre-Henri Castel, qui va lier, et c'est très fort chez Sade en fait, la sexualité sadienne avec le meurtre de l'autre. C'est-à-dire que, puisque l'autre n'est qu'un objet de jouissance qui est pris en plus dans un cas de domination, l'autre n'existe pas en réalité, je peux le détruire, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'empathie chez Sade, il n'y a pas de relation à l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas du tout édipien, justement. Et tout foutre en l'air, à la fin, c'est la destruction de tout ce qui m'entoure. Donc c'est à la fois l'idée effectivement que l'ontogénèse se distingue de la phylogénèse, donc, et l'idée que c'est associé, donc cette dissociation dans la sexualité entre le plaisir et la reproduction est associée ontologiquement justement à la destruction de l'autre. Et c'est un petit peu ce que j'essaie d'analyser sur la guerre en Ukraine, qui était un moment où on fout tout en l'air, justement, un pays, des gens qui meurent dans des conditions atroces, de souffrance, on détruit tout, enfin bon, ce qu'est la guerre. Hein. Guerre assez peu, on va dire, nécessaire. Pour le coup, si on prend la raison exacte de cette guerre, c'est effectivement une géopolitique où l'OTAN va chercher à mettre ses canons sur la Russie, et la Russie lui dit non, donc c'est une guerre, on va dire, impérialiste classique qui n'avait aucune raison particulière de se déclencher. Mais elle va être menée, par exemple, par 4 personnages principaux que je réunis donc dans le livre, justement, sous l'égide d'une philosophie sadienne qui est celle d'une sexualité transgressive, que pratiquent vraisemblablement Biden, Zelensky, Macron et Trudeau. Bon, alors, Biden, on le sait, c'est les fameux Twitter files d'Elon Musk. En fait, le fils d'Hunter Biden avait des photos pédocriminelles dans son ordinateur portable. On a des tas d'enregistrements de Biden avec des gestes extrêmement déplacés sur des jeunes filles, des très jeunes filles. Des femmes ont elles-mêmes témoigné. Et la fille donc de Biden, Ashley Biden, ce que je rappelle dans le livre, eh bien, a elle-même avoué qu'elle avait pris des douches inappropriées, comme elle le dit, avec son père. Donc on est vraiment dans une sexualité transgressive qui est défendue par Sade. L'inceste est défendu par Sade, et était défendu d'ailleurs par les révolutionnaires. Saint-Just, dans ses œuvres complètes, défend l'inceste comme la pratique la plus douce et la plus naturelle en fait, de la sexualité, ce que reprend exactement Sade. Chez Macron, bon, il y a ce qu'on appelle l'incestuel, c'est-à-dire la relation avec Brigitte, s'il n'est pas en tant que tel techniquement une relation d'inceste, symbolise la relation d'inceste, c'est-à-dire une relation entre un enfant et sa mère. C'est tout à fait clair. Chez Trudeau, alors Trudeau, c'est le refus de la sexuation, c'est le LGBTQ+. Il vient d'ailleurs de divorcer, je crois, de sa femme récemment. En fait, quelqu'un qui ne vit que pour la Gay Pride, en fait. Et c'était le premier, donc Trudeau, à faire flotter le drapeau LGBTQ+, sur le Parlement canadien. Et puis Zelensky, l'acteur entre guillemets, mais qui joue l'hymne ukrainien au piano avec son pénis.
un soir de grande écoute. Voilà, et donc en fait on a là effectivement des gens qui sont dans une sexualité qui est de transgression tabouique, qui est exactement sadienne, c'est-à-dire qu'on ne se refuse rien à partir du moment où on est les plus forts et que notre position nous permet de jouir pour nous-mêmes de ce dont on a envie. Et à la fois ça paraît grotesque, délirant, et en même temps il y a une extrême cohérence quand on commence à comprendre la philosophie dans le boudoir et à quel point elle alimente finalement cette idéologie de l'indistinction. Zelensky est à la fois chef de guerre, présentateur télé, homme d'État, quémandeur de pognon auprès des instances internationales. Finalement, on mélange tous les genres. On mélange l'enfance et l'âge adulte, il n'y a plus de différence entre les deux dans cette notion incestuelle dont tu parlais. Je pense que c'est une signature assez importante de notre époque, cette idée d'indistinction. Alors justement, c'est une idée très forte psychologique en fait, qui va vers ce qu'on appelle le tabou d'indifférenciation, qui est un tabou fondamental. Alors l'occasion, j'en parle pas dans Tout foutre en l'air, mais c'est quelque chose qui est en gestation pour un prochain ouvrage, justement, sur essayer de comprendre la psychologie des moments totalitaires, en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et de ce point de vue, la Révolution française est un moment extraordinaire parce que c'est un moment justement à la fois de changement politique très profond, donc l'avènement de la biopolitique comme on l'a dit, et justement cette biopolitique, c'est à un moment donné où ce qui doit être séparé devient en fait indistinct, devient confus, devient indifférencié. Le nazisme et le stalinisme, bien sûr, et puis cette période Covid-10 qu'on a vécue, en fait, qui est une vraie période totalitaire. Et donc, il y a en psychologie, en psychanalyse, on peut dire en anthropologie, en fait, deux tabous fondamentaux, qui sont des tabous civilisationnels, c'est-à-dire tels qu'ils sont établis par l'anthropologie structurelle. Il y a celui lié à Lévi-Strauss et Freud, qui est celui de l'inceste, le tabou de l'inceste, en fait, qui va fonder les civilisations. Et le tabou de l'inceste, c'est l'idée que vous ne pouvez pas avoir de relation avec un consanguin. C'est ça Et donc, c'est ce que Lévi-Strauss a très bien étudié et mis en évidence. Et puis, il y en a un second qui a été mis en évidence par Françoise Héritier, qui est celle qui va succéder à Lévi-Strauss, donc à la chaire d'anthropologie structurelle du Collège de France, qui est ce qu'on appelle le tabou d'inceste du second type, et qui est l'idée qu'un tiers ne peut pas mettre en relation deux consanguins, c'est-à-dire qu'un homme, typiquement, ne peut pas épouser deux sœurs. C'est aussi un tabou civilisationnel, du même type que le tabou d'inceste, en fait, que Françoise Héritier a mis en évidence, d'un point de vue de l'anthropologie, effectivement, structurale, et qui est lié à ce qu'elle va appeler le tabou d'indifférenciation. Et ce tabou d'indifférenciation, il va être pensé théoriquement par un psychiatre psychanalyste français qui s'appelle Paul-Claude Racamier, et qui va associer, sur le même modèle en gros que celui de l'Oedipe, ce qu'il va appeler l'antédipe, et qui est un complexe donc, qui structure profondément chaque être humain, et qui est quelque chose qui doit nous faire rejeter l'indifférenciation. De même que le tabou d'inceste doit nous faire rejeter à la fois donc l'inceste et le meurtre, le tabou d'indifférenciation doit nous empêcher de retomber justement dans toutes les formes d'indistinction qui sont celles, on va dire, tous les mammifères, où l'enfant naît d'abord à l'intérieur de la mère, et donc où il y a d'abord, d'un point de vue extrêmement psychobiologique, j'allais dire, une indistinction mère-enfant. Et il faut à un moment donné que cette indistinction mère-enfant cesse pour que l'individu puisse se construire une personnalité, une autonomie qui justement lui permette de découvrir l'autre. Et donc ce tabou d'indifférenciation, finalement, il est tout aussi important que le tabou d'inceste. En fait, il est aussi civilisationnel et surtout il est aussi structurel, c'est-à-dire qu'il existe finalement en chacun de nous. Et il y a toujours le risque, ce que nous dit la psychiatrie et la psychanalyse, pour chaque individu, à un moment donné, de vouloir revenir dans cet état d'indifférenciation, quelque part, ce qu'il est rassurant, parce qu'effectivement, et donc là, ça rejoint tout ce que tu dis, effectivement, sur la peur, puisque comment effectivement se protéger de la peur, c'est peut-être de revenir dans un état où on est dans un cocon, on a le sentiment d'être dans un cocon, mais pour revenir à ça, il faut quelque part régresser psychiquement vers un état plus fondamental, qui est celui où on est encore quelque part dans une fusion mère-enfant qui est rassurante, qui est narcissique, où on se sent tout puissant, où justement on n'a pas peur, mais avec un prix à payer
qui du coup effectivement va être celui du coup de la violence faite à autrui, puisque justement on ne supporte pas qu'un tiers puisse venir s'interposer quelque part entre soi et puis la relation idéalisée qu'on a avec la mère, ou symboliquement un substitut de la mère qui va être justement un État totalitaire, qui va être un chef charismatique, qui va être effectivement même tout simplement une cause qu'on va défendre, qui va symboliquement remplacer la mère. On va vouloir fusionner avec cette cause et on va vouloir du coup rejeter violemment tout ce qui va s'interposer entre nous et la fusion de cette cause. Et donc toute cette signature, comme tu l'as très bien dit en fait, de l'indistinction, c'est quelque chose par exemple qui va profondément affecter le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la signature, ou c'est une forme de signature de l'indistinction. On le voit très bien dans le changement de sexe, par exemple. Homme-femme, tout ça n'existe plus. La différence, la séparation fondamentale, justement, entre d'un côté le mâle, de l'autre côté le femelle, en fait, disparaît. On peut être homme-femme. Donc, c'est la différence des sexes qui disparaît. La différence également des générations, on le voit très bien avec Macron, c'est-à-dire, et d'une manière générale, toutes les formes de pédophilie, de pédocriminalité qu'on voit ressurgir, au moins dans le discours médiatique, dans l'analyse de beaucoup de personnes. Le mélange des générations, donc mélange des genres, mélange des générations. Et puis toutes les formes de mélange comme la vie privée et la vie publique. L'indistinction devient complète. L'indistinction homme-machine, qui est le transhumanisme, l'indistinction homme-animal. Également, on le voit à travers, donc je le rappelle souvent, la dépénalisation de la zoophilie en Espagne, en fait, dont on ne comprend pas très bien effectivement ce qu'elle vient faire là, sinon de dire qu'au fond, l'homme n'est peut-être pas si différent que ça de l'animal. C'est ce que nous dit Sade, justement. Sade est antispéciste. C'est-à-dire qu'il nous dit, bon, homme animal, tout ça n'est pas très différent finalement. Et de plus en plus, on voit une indistinction homme-animal donc, qui va se faire, y compris dans la gestion des hommes sous une forme de bétail. On le voit très bien avec les expériences de puces RFID qui ont pu avoir eu lieu en Suède, par exemple, où on peut vous contrôler à distance, et où donc c'est annoncé par des gens comme Harari en disant mais bientôt l'État voudra que vous soyez tous pucés pour pouvoir contrôler, par exemple, vos constantes physiologiques, pour pouvoir être sûr que vous êtes sans arrêt en bonne santé, être sûr qu'il n'y ait pas de choses qui se passent en vous que vous ignoreriez, etc. etc. Donc, toutes les gestions, on va dire, massives du bétail, on va les importer dans les êtres humains parce que finalement, il n'y a plus vraiment de différence. On le voit par exemple sur les anticorps monoclonaux qu'on veut injecter de manière prophylactique en fait, aux nourrissons. Ça nous fait penser aux poulets qu'on gave d'antibiotiques. Ça fait vraiment penser à ça, effectivement, dans le sens. Donc, finalement, cette indistinction, c'est vraiment la signature d'une manière de penser qui va se décliner dans énormément de domaines, de champs, à la fois politiques, médical. Et c'est quelque chose qui signe, en fait, la fin quelque part d'une civilisation, en fait. Donc finalement, ce que tu nous dis a une grande fécondité. Les outils biopolitiques, techniques ou autres rejoignent une sorte sont au service d'un fantasme régressif de retour matriciel et d'indistinction. Et on sent derrière ces mots-là qu'on parle de philosophie, on parle de politique, on parle de technique, mais au fond, les ressorts profonds sont psychologiques et très profondément enchâssés dans notre façon de concevoir le monde et de le ressentir. Donc là, dans ce livre, c'est une sorte de coup de gueule quelque part. Alors j'ai voulu l'écrire. Alors j'ai voulu dire que c'était un uppercut philosophique, c'est-à-dire que il y a l'idée, il y a une idée derrière qui est celle qu'effectivement l'axiomatique de la philosophie sadienne sur le corps sert le transhumanisme au sens où justement alors c'est intéressant pour le coup, le transhumanisme va séparer complètement l'ontogenèse de la phylogénèse, c'est-à-dire la sexualité pour soi de la sexualité pour la reproduction. Et donc se pose la question, si la sexualité n'a plus comme but ou comme mission la reproduction, à quoi elle sert ?
Et donc elle sert juste pour soi-même. Et puisqu'elle sert juste pour soi-même, en fait, dans le transhumanisme, puisque le transhumanisme prévoit l'ectogénèse, c'est-à-dire la reproduction artificielle en dehors du corps de la femme, ce qu'on organise déjà quelque part symboliquement par la GPA. C'est-à-dire que la GPA, c'est votre enfant, alors au sens du coup légal du terme, mais plus naturel. Et c'est ça, on voit à nouveau arriver ce problème d'indifférenciation entre nature et civilisation et politique. Donc votre enfant a été fait ailleurs, dans des conditions... voilà. Et si vous êtes un couple homosexuel, vous pouvez avoir aussi des enfants parce qu'il y aura une gestation pour autrui. Donc en fait, on habitue déjà quelque part les parents, en tout cas au sens... Alors justement, les parents au sens civil, mais pas au sens naturel. Mais bon, au fond, les deux deviennent indistinguables. On habitue donc les parents à avoir des enfants qui sont nés ailleurs. Et ça, c'est ce que promet le transhumanisme. Et donc, on habitue les gens à avoir une sexualité qui est purement jouissive, sans jamais se poser la question de l'enfantement, qui était d'ailleurs une question de la religion. La religion était centrée, on va dire, quasiment uniquement sur l'enfantement, ce qui est complètement évacué par le transhumanisme. Et donc, en fait, la philosophie sexuelle de Sade, ou les pratiques sexuelles de Sade, basées donc sur l'axiomatique qu'il va donner de la sexualité, correspond au transhumanisme. Et c'est pour ça, c'est une des thèses du livre, en fait, qu'on réassiste à nouveau à un discours sadien dans la société, avec en affiche, en fait, l'éducation à la sexualité pour les enfants. Ouais. Sadien, sadique aussi peut-être. Alors sadien, oui. Cette filiation entre tout ce que tu nous as dit et la question du meurtre, ouais, tout à fait. Le questionnement d'un autre tabou, d'un autre interdit, qui est celui du meurtre. Est-ce que tu peux nous redire juste le titre et le sous-titre? Parce que finalement, voilà, c'est tout foutre en l'air. Tout foutre, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Où effectivement je lis à la fois le retour d'une sexualité donc matérialiste, ontogénétique et jouissive, en fait, à la destruction de l'autre et donc de la guerre et de la destruction de l'environnement en général. Et effectivement, je rappelle dans le livre, hélas, le meurtre très glauque de la petite Lola, par donc une personne qui est un meurtre sadique, justement, comme tu l'as très bien dit. Il faut distinguer le sadien du sadique. Le sadique est réservé effectivement plutôt au meurtre sadique, c'est-à-dire qu'avec une perversion sexuelle, sadique devient quasiment un vocabulaire réservé au droit et à la criminologie. En fait, sadien, c'est plus général sur l'idée que Sade est un philosophe avec une manière de raisonner qui est d'ailleurs celle des Lumières, et avec une axiomatisation précise qui n'est pas nécessairement associée au meurtre en tout cas. Donc le meurtre de la petite Lola, c'est un meurtre sadique parce que la personne qui l'a tué l'a forcé à un rapport sexuel, en fait, avant de le tuer. Et ce que je dis, en creux, c'est que normalement c'est un crime extrêmement rare, ce qui s'est passé avec le meurtre de la petite Lola, fort heureusement, mais qui arrive dans une période où c'est pas un hasard finalement. Et on voit aujourd'hui réapparaître la thématique justement de l'utilisation sexuelle des enfants dans des rituels de manière assez massive. Donc c'est des travaux de Carl Zéro au niveau médiatique, à un niveau plus psychologique et clinique, ceux d'Ariane Biléran typiquement. Et on voit réapparaître avec l'affaire Epstein, notamment, effectivement, l'idée d'utilisation sexuelle des enfants, pouvant aller, y compris jusqu'au meurtre. On a parlé du MK Ultra, qui est aussi l'idée que certains enfants sont conditionnés via des tortures sexuelles, notamment. C'est difficile et correspond à cette indistinction perverse, finalement, tout à fait, de la jouissance et du meurtre, exactement, de la torture et de l'agape. C'est ça. Où finalement, plus rien n'est compréhensible, plus aucun contour ne peut être construit. Exactement. Finalement, elle commence sur la question du langage, elle continue sur la question de Sade, elle va se poursuivre avec la question du totalitarisme. Ouais, tout à fait, ouais. Et on aura la chance de faire un peu ensemble un quatrième volet qui est complètement cohérent sur la question du transhumanisme. C'est ça. Voilà, est-ce que voilà, tu peux nous dire un mot pour conclure peut-être? Ouais. Ça peut donner lieu à très grande... Oui, c'est-à-dire que l'intérêt de l'ouvrage, d'abord il se lit vite, comme je dis, c'est écrit de manière très pamphlétaire.
parce que c'est un sujet très lourd en fait. Il faut pouvoir aussi en rire, c'est-à-dire montrer les monstres justement. Je parle en introduction en disant je vais vous montrer des monstres. Au sens étymologique, monstres, c'est justement ceux qu'on montre pour les éviter et puis éventuellement pour voir qu'ils ne sont pas si monstrueux que ça, qu'on peut quelque part les éviter sous forme d'un petit uppercut donc, philosophique. Ça s'y assez vite et justement ça permet de faire le lien entre les formes de la sexualité qui sont prises par le biopouvoir et ces guerres et ces destructions complètes qui nous entourent, le tout avec justement un maître d'œuvre qui est Sade et qui permet de comprendre, de mettre des mots sur des intuitions qui sont parfois floues. Et surtout, ce qui est très important et très intéressant chez Sade, c'est toujours l'intrication entre la philosophie, le politique, le psychologique. Et évidemment dans le psychologique, la sexualité. Et c'est vraiment ça qu'on vit, on le sent très bien qu'on vit ça profondément avec, mettons, Pape Ndiaye, qui est un personnage politique, on va dire, mais qui va mettre en place une éducation sexuelle avec, donc, du coup, des drag queens qui vont venir dans les écoles primaires. Voilà, c'est ça. Et à la fin, c'est des enfants qui ressortent traumatisés. Donc on a vraiment dans toute la chaîne, à la fois politique, à la fois psychologique et philosophique, parce que derrière, c'est des idées cohérentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des idées cohérentes qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'elles sont puissantes. Elles sont détestables sous le point de vue de la morale, sur le point de vue de la psychologie et des dégâts qu'elles vont créer, mais elles sont cohérentes parce que derrière, Sade est un philosophe des Lumières. Il raisonne même très bien. Il est capable d'argumenter, il est capable effectivement de conceptualiser. C'est ce qui fait que c'est redoutable, parce que Sade est auréolé d'un prestige qui est celui d'avoir chassé la religion, effectivement, de la morale. Et ça, on en a eu besoin quelque part dans les années 70, typiquement, quand on a fait la révolution sexuelle. Alors, peu importe ce qu'on en pense, mais on a utilisé Sade, en fait, pour pouvoir chasser, et on a utilisé Sade pour pouvoir faire de l'art, entre guillemets. On pense à, justement, la photographe suédoise Elisabeth Olsson, qui a exposé en fait, au Parlement européen, nous y étions, tu t'en souviens, des photos de désacralisation totale de la sexualité, de la morale, en gros, religieuse associée à cette sexualité, où on pouvait voir des Christ homosexuels, transgenres, s'enlacer, etc. Et donc, Sade est auréolé de ce prestige culturel, parce qu'il a permis une transgression, effectivement, culturelle. Il a permis effectivement de moquer, de chasser la religion de manière extrêmement définitive. Et donc c'est pour ça qu'il jouait d'un prestige, en particulier chez certains intellectuels, chez certains universitaires. Et là, c'est avec des conséquences qui sont parfois scandaleuses. On se souvient, il n'y a pas très longtemps, de la campagne de publicité de Balenciaga, qui est une marque donc, de mode de couture française, qui était clairement pédocriminelle. C'était plutôt accepté de manière, on va dire, indulgente par la plupart des médias. Et de même que l'éducation à la sexualité aujourd'hui est acceptée de manière très indulgente, quand bien même on a des retours d'expérience qui montrent que c'est extrêmement dangereux. Donc un petit livre qui permet à la fois de rendre cohérent, de rire un peu, et puis de se moquer, mais avec quand même une idée philosophique très puissante derrière, qui est de recoller en fait les grands concepts qui traversent aujourd'hui notre société, c'est-à-dire le transhumanisme comme totalitarisme, avec une philosophie cohérente qui va conduire finalement à la destruction psychique et civilisationnelle, quelque part, en tout cas de l'Occident. Merci beaucoup Vincent Pavant. On reconnaît une œuvre à la fécondité qu'elle peut avoir derrière peut-être, et à l'ensemble des discussions, réflexions et développement qu'elle peut générer derrière sa production. Voilà, bonne lecture à tous de Tout foutre en l'air, pour un moment à la fois de détente et en même temps peut-être de prise de conscience vertigineuse de la perversion de cette élite internationale, de l'international élitaire dont tu parles, et qui pour le moment est aux manettes, reprenant le pouvoir. Merci Louis.